The hostages. It was given to me by the parents of one of the hostages. And I said I would wear it as long as there was a hostage still remaining. And I have. What was that trip like? And obviously, you know that there's a public perception that, and you're clarifying this now, but there's a public perception that that was part of a apology tour, if you will. That this had been said online. There was all of the criticism. There was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today. I hope they stop. You hope? Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob, if you're in the audience. Well, let me ask you then. That's how I feel. Don't advertise. How do you think then about the economics of X? If part of the underlying model, at least today, and maybe it needs to shift, maybe the answer is it needs to shift away from advertising. If you believe that this is the one part of your business where you will be beholden to those who have this view, what do you do? F-Y. I understand that, but there's a reality too, right? Yes. No. I mean, Linda Yaccarino's right here, and she's got to sell advertising. Absolutely. So, totally. No. Actually, what this advertising boycott is going to do, it's going to kill the company. And do you think that and the whole world will know that those advertisers killed the company, and we will document it in great detail. But those advertisers, I imagine, are going to say, we didn't kill the company. Oh yeah. They're going to say, tell it to Earth. But they're going to say, Elon, that you killed the company because you said these things, and that they were inappropriate things, and that they didn't feel comfortable on the platform, right? That's what they're going to say. And let's see how Earth responds to that. So this goes back to we'll both make our cases, right? And we'll see what the outcome is. What are the economics of that for you? I mean, you have enormous resources, so you can actually keep this company going for a very long time. Would you keep it going for a long time if there was no advertising? I mean, if the company fails because of an advertiser boycott, it will fail because of an advertiser boycott. And that will be what bankrupted the company, and that's what everybody on Earth will know. What do you think then of this goes back to the idea of trust, though. Then it'll be gone. And it'll be gone because of an advertiser boycott. But you recognize that some of those people are going to say that they didn't feel comfortable on the platform. And I just wonder and ask you and think about that for a second. Tell it to the judge. But the judge is going to be... the judge is the public. And you think that the public is going to say that Disney is making a mistake? Yes. And they're going to boycott Disney? They already are. My workload went up from about, 70 to 8 hours a week to probably 120. Yeah, I go to sleep, I wake up, I work, go to sleep, wake up, work, do that 7 days a week. I'll have to do that for a while. No choice. And you do 16-hour days, and you work 7 hours a week, and you fly all over the place. And you go to these meetings constantly, and people constantly criticize you for everything. It's amazing to me. I mean, you're changing the world, you're giving yourself. Why do you do this? So my wife says to me, why are you still working? Why are you still working? What are you doing here? Well, I think what I'm working on has an important effect on the future. In the case of Tesla, I think it's fair to say that Tesla has significantly accelerated the advent of sustainable energy. Before Tesla, no one was doing electric cars, and now, as a result of Tesla, I think almost every major car company in the world is building electric cars, and I think that's a pretty big deal. But there's still a long way to go to transition the world to a sustainable energy economy. So we still have a lot of work ahead of us at Tesla, but that's our goal there.
And then for SpaceX, I think it's important for the future to be exciting and for humanity's existence to be ensured over the long term. I think we must become a multi-planet species and a spacefaring civilization. We're here like 4.5 billion years after Earth got started, 13.8 billion years into the age of the universe. And it's only now, recently, in the last 5,000 years, that we invented writing. I would say date the first civilization by when there was the first writing, which was in ancient Sumeria around 5 or 6,000 years ago. So we've basically just been here for a very brief instant. A blink. All of human civilization is a blink of an eye, if there was an eye, on an evolutionary timescale. So I think it's important we take the actions to ensure that the light of consciousness continues, and because we should really view consciousness as a small candle in a vast darkness, and it can easily go out. I was working, doing research in Silicon Valley on a completely different subject and trying to start this company at the same time. And when it came time to decide, do I want to do graduate studies or do I want to start this company? And I decided to start the company. I had no money. So we found that an office was actually cheaper than an apartment in Silicon Valley. So we got this dinky little office that had a leaky roof. It was just the nastiest place you can imagine. And you lived in it too. And I lived in it too and showered at the YMCA. This lasted for about 3 or 4 months. And the reason we chose this office, in addition to it being really cheap, was that there was an internet service provider on the floor below. So we were able to get really cheap internet access by drilling a hole in the floor and connecting to their server directly. I don't think you'd necessarily want to be me. What's the worst part about you? I don't think people would like it that much. Well, most people wouldn't, but they can't be you. That's like some superhero type shit. Just a bunch of ideas bouncing around your head. Yeah. Whew. All the time. When did you realize that that's not the case with most people? I think when I was, 5 or 6 or something. I thought I was insane. Why'd you think you were insane? Because it was clear that other people did not. Their mind wasn't exploding with ideas all the So time. They weren't expressing it. They weren't talking about it all the time. And you realized by the time you were 5 or 6, like, oh, they're probably not even getting this thing that I'm getting. No. It was just strange. It was like, I'm strange. Where I grew up was extremely violent. I never started a fight, except with my brother, actually. One exception. I did beat my brother up. I don't know, that's how it goes. We all did. South Africa, when I was growing up, was just an inherently very violent place. I got punched in the face many times. I almost got beaten to death once. I like to get things done. I like to be useful. That is one of the hardest things to do. Doing something useful for other people that I like doing. You know, with Tesla, we're like trying to make things that people love. How many things can you buy that you really love, that really give you joy? So rare, so rare. I wish there were more things. That's what we're trying to do. Just make things that somebody loves. You've said that this has been the toughest year for you, the most sort of taxing year for you. Like, why? Well, I mean, Tesla really faced a severe threat of death due to the Model 3 production ramp. Essentially, the company was bleeding money like crazy, and if we didn't solve these problems in a very short period of time, we would die. And it was extremely difficult to solve them. How close to death did you come? Within single-digit weeks. 22 hours a day, or like what? How many I hours? was working, so 7 days a week, sleeping in the factory. I worked in the paint shop, general assembly, body shop. You ever worry about yourself imploding? Like it's just too much? Absolutely. No one should put this many hours into work. This is not good. People should not work this hard. They should not do this. This is very painful. Painful in what sense? It hurts my brain and my heart. It hurts. This is not recommended for anyone. I just did it because if I didn't do it, then good chance Tesla would die. Work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. I split the money between the two.
Fortunately, thank goodness, they both came through. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. If that fourth launch hadn't worked, that would have been it. We would have not had the resources to mount a fifth. You couldn't have gone out at that point. Yes, death would have been, I think, inevitable because we did not have the resources to mount a fifth launch. Bonjour les amis, alors j'ai commencé avec ces deux séquences d'Elon Musk pour vous montrer que le personnage est plus complexe que ce qu'on nous laisse penser quand on regarde la télévision française. En effet, quand on regarde la télévision française, on cherche à nous diaboliser le personnage, c'est quelqu'un d'extrême droite, c'est quelqu'un de mauvais, etc., sans donner plus d'arguments que ça. Et en fait, c'est quelqu'un de plus complexe qu'il n'y paraît. Son parcours lui-même, hein, est quand même, il force l'admiration. En tout cas, moi, ça force l'admiration. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est le prototype du self-made man à l'américaine, hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement travailleur et qui s'est fait tout seul. Donc, il a commencé en créant la société Zip2, une société de compilation, enfin de compression de contenu informatique. Il a créé cette société, hein, il l'a avec son cousin, son frère, je ne sais plus, mais une personne de sa famille, et il l'a revendue à 22 millions d'euros. Ensuite, PayPal, l'aventure PayPal, il a revendu également PayPal à 165 millions d'euros. Et ensuite, c'est là qu'il a créé la triade SolarCity, Tesla, je vais y revenir, et SpaceX. Alors, SolarCity, c'est parce qu'il voulait donner vie à ses visions concernant les panneaux solaires. Tesla, là, il a repris en fait une entreprise qui était vieillissante et en faillite. Donc, il a mis en péril sa fortune personnelle pour éviter la faillite et pour redresser la boîte. Donc, c'est pas un choix banal, hein, parce que quand on regarde autour de nous dans le paysage politico-entrepreneurial, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient mis leur peau en jeu pour leurs croyances. Mais donc là, on commence à voir qu'on n'a pas affaire à quelqu'un justement de banal. C'est pas un politicien qui va jouer donc avec l'argent de nos impôts. C'est vraiment un entrepreneur qui n'hésite pas à mettre tous ses fonds personnels pour ce en quoi il croit. Donc ça, c'est pour Tesla. Donc les voitures électriques. Ensuite, SpaceX. Donc là, c'est pareil, hein, parce qu'il a cette vision qu'un jour l'humanité pourra aller sur Mars et peut-être même habiter sur Mars. Et il a créé son entreprise. Il a aussi mis en péril tout son argent, parce que donc si vous avez suivi l'histoire, c'était autour des années 2008-2010, je crois, ou un peu plus tard. Il y a eu 3 lancements ratés. Donc on voit vraiment les fusées qui s'écrasent au sol, hein. C'était assez impressionnant à voir dans les vidéos. Et le 4e lancement a été réussi, alors même que Elon était complètement sur la touche. Il avait pratiquement plus d'argent. Il devait emprunter et il devait payer de ses propres deniers l'argent pour ses collaborateurs et pour payer leurs frais de déplacement. Donc là, il était vraiment sur la paille. Et s'il réussissait pas ce 4e lancement, dans ce cas-là, il aurait fallu qu'il reparte complètement de zéro financièrement. Mais il se trouve qu'il a réussi, il a mis toute son énergie là-dedans, il y croyait à fond et comme c'est un homme de conviction, du coup, il a réussi à faire ce lancement. Et puis au-delà donc de cette triade dont je vous parle, hein, donc SolarCity, Tesla et SpaceX, qui sont maintenant des sociétés dont tout le monde parle, hein, partout en fait. J'allais dire dans l'univers entrepreneurial, mais non. Tout le monde en parle partout, même dans notre système politico-médiatique français qui répugne à en parler, mais ils peuvent pas éviter parce que c'est tellement énorme qu'ils sont bien obligés d'en parler. Vous avez certainement entendu parler de lui aussi pour Twitter, donc qui est devenu le réseau social X. Et là, c'est parce qu'il avait une autre vision, il voulait rétablir la liberté d'expression. Et on l'a justement beaucoup accusé là-dessus en France, au contraire, de dire non, comme c'est quelqu'un d'extrême droite, forcément, Twitter va devenir un réseau raciste. Enfin bon, toutes les justifications éculées de la gauche depuis 40 ans dans notre pays. Et il se trouve que, comme je vais vous le montrer ici,
le nombre d'utilisateurs, en fait, sur Twitter est en hausse. Quand il a quand il a acheté le réseau social qui était en vente, je crois qu'il y avait 169 millions d'utilisateurs. Et il y a eu, je crois, 2 ou 3 millions après le rachat qui ont suivi un peu comme des moutons ce que disaient les médias mainstream, c'est-à-dire ah ouais, c'est quelqu'un de mauvais, il faut tout de suite partir, sinon vous allez vous retrouver dans une brigade d'extrême droite. Enfin bref, voilà. Et bah, maintenant, le dernier chiffre, donc moi, celui que j'ai trouvé, c'est celui de janvier 2024 sur ce site-là qui est fiable, hein, Statista, que j'utilise pour pas mal d'autres statistiques également, où vous voyez en fait les réseaux les plus populaires en nombre d'utilisateurs actifs. Donc après, on voit que bon, il y a des réseaux qui sont largement tirés par les jeunes, hein. Instagram et TikTok, c'est quand même beaucoup ça. Mais en réseau social vraiment d'échange, bah, Twitter est à 619 millions d'utilisateurs. Donc il a acheté le réseau social en 2021-2022, ce qui veut donc dire que en l'espace de 3-4 ans, il y a eu pratiquement 4 fois plus d'utilisateurs actifs sur le réseau. Donc c'est quand même un nombre qui n'a cessé d'augmenter, à l'inverse de ce que on pouvait entendre comme discours sur les radios françaises, à la télé française, où justement les journalistes prenaient un grand plaisir à dire ah oui c'est bon, il y a une vague de départ, le réseau va fermer, etc. Moi, ça s'avère bah, plus faux que jamais, hein, puisque comme vous voyez, non seulement il résiste, mais en plus n'a pas cessé de monter en nombre d'utilisateurs. Et d'ailleurs, les utilisateurs, si vous avez l'occasion d'y faire un tour, hein, moi j'y étais pas du tout, j'ai eu l'occasion de créer un compte récemment, donc je participe pas, c'est vraiment plus pour regarder, parce que tout simplement j'ai pas le temps. Mais de ce que j'y vois, il y a pas mal d'infos, vraiment, je dirais, en tout premier. En fait, vous avez l'info vraiment en tout premier, et vous avez l'info sous un angle monde international. Avec bah, des sources, la possibilité d'interagir avec les gens. Enfin, c'est autre chose que bouffer du média français qui bien souvent n'est pas sourcé, n'est pas vérifié et ne reflète que l'opinion des petits journaleux qui vous passent le message, quoi, hein. Donc, j'aime bien maintenant aller sur Twitter pour regarder les news. Euh, une quatrième société qu'il a créé, là c'est plus récent, c'est Neuralink. Et Neuralink, donc elle est moins connue cette boîte, mais c'est une société qui vise à mettre au point une interface cerveau-machine qui puisse être implantée facilement et qui puisse avoir des applications, bah, notamment pour les personnes paralysées, mais aussi pour faire de l'humain augmenté. Voilà, donc ça, effectivement, on peut penser à des sujets, des dérives, etc. Mais là, c'est vraiment du point de vue technique pour essayer d'améliorer, en fait, que chacun puisse contrôler son smartphone à distance, et comment on augmente l'être humain avec une interface cerveau-machine. Donc, c'est des applications qui sont assez, bah voilà, assez exaltantes, hein, parce on entre dans une ère un peu du futur, et je trouve ça quand même hyper intéressant comme expérience de pensée et comme expérience scientifique. Et donc là, ce qui se passe, ce que j'ai vu là sur l'un des sites tout récemment, c'est que donc en plus de tous ces projets qui sont quand même vraiment plutôt axés sur le futur et sur le progrès de l'humanité du point de vue scientifique et technologique, ce qui me semble intéressant plutôt que consacrer du fric à faire la promotion, je sais pas, de la cosmétique ou enfin de n'importe quoi d'autre en fait. Il me semble assez intéressant pour les générations à venir de réfléchir à comment on peut ben, optimiser les ressources parce qu'ils y pensent aussi, hein. Les médias français l'attaquent souvent sur le volet écologique, enfin escrologique plutôt en ce qui me concerne en France. Mais ils y pensent aussi. Vous voyez, Solar City, c'est précisément pour ça. C'est justement pour faire en sorte que l'énergie solaire soit bah, la base en fait des ressources énergétiques d'une ville type. Et donc j'en viens au dernier point. Enfin son dernier projet, c'est le projet de bâtir une ville autour du site de SpaceX. Donc SpaceX Starbase, c'est le site de lancement spatial qui est situé au Texas, aux États-Unis, donc sur la côte est des États-Unis, autour du village de Boca Chica, près de la frontière avec le Mexique. Et donc son projet de ville un peu du futur se baserait donc notamment sur des énergies qu'il maîtrise déjà,
donc notamment la puissance des batteries Tesla qu'il a développées pour les voitures électriques, sur des toitures qui soient en 100% panneaux solaires, avec des questions très techniques hein, de résistance, etc., qui se posent. Mais donc 100% panneaux solaires et donc une ville autonome, énergiquement. Enfin, c'est énergétiquement, pardon. Donc c'est quand même très différent de la soupe médiatique qu'on nous sert au quotidien, qui vise à dire que Musk, qui est maintenant détenteur d'une fortune qui dépasse les 400 milliards de dollars, devrait tout mettre dans les arbres et voilà. Et en fait, c'est ça, il faut aller au-delà de ces informations, il faut essayer de croiser les sources et c'est pour ça que parler anglais est absolument nécessaire, parce que c'est ce qui vous permet d'aller voir l'info, réelle, l'info, directe sur les sites de ces entreprises, sur les médias locaux américains, qui vont décrire réellement ce qui se passe. Tout ce qu'on ne nous montre pas. Je vous assure qu'il y a vraiment, enfin, un fossé énorme entre ce qu'on nous dit ici en France, le peu qu'on nous montre et surtout comment on diabolise le personnage, et puis ce qui est fait réellement. Et donc cette ville qu'il veut construire se baserait donc sur ça, sur la puissance des batteries électriques, sur les toitures panneaux solaires, sur un réseau de circulation qui serait soit intégralement souterrain, soit intégralement aérien. Donc là, il avait un projet Hyperloop notamment par rapport à ça, qui permettrait d'augmenter la vitesse de transit des véhicules, d'éviter toute population pardon, en surface, toute forme de nuisance sonore en surface. Donc c'est quand même ça aussi assez fou. Il n'y aurait plus du tout de libération de polluants dans notre atmosphère. Après, il y a aussi des limites techniques parce que bien sûr, s'il s'intéresse à ce projet de bâtir une ville du futur ici sur notre planète, c'est aussi qu'il a en tête de se servir de toute cette technique améliorée et de faire une ville prototype d'une première station sur Mars. Donc là, c'est quand même autrement plus difficile hein, parce que la température moyenne sur Mars, c'est moins 63 degrés moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des extrêmes qui sont bien plus bas à comparer aux plus 15 degrés moyens sur Terre. Donc c'est quand même. Et deuxième point limitatif technique, c'est que sur Mars, il y a seulement 0,1% d'oxygène dans l'atmosphère martienne pour 96% de dioxyde de carbone. Gaz dont on sait qu'il est toxique pour l'homme quand il est en trop grande concentration, ce qui est vraiment le cas ici. Mais pour conclure, en fait, la question de cette vidéo, c'est, comme je vous l'ai dit sur la précédente, faut-il investir chez Elon Musk? Est-ce que le personnage inspire confiance? Est-ce qu'il est suffisamment combatif? Est-ce qu'il est suffisamment solide sur ses appuis? Est-ce que c'est ce qu'il lance comme entreprise donne envie d'investir? Et moi, la réponse que je donne à cette question, pour moi en tout cas, parce que bien sûr, vous pourrez avoir des avis totalement différents, mais moi, si je vous donne mon avis, oui, il faut investir. Je trouve que c'est un homme de conviction. Je trouve qu'il prend position sur des sujets sur lesquels prendre position n'est pas évident, sur les sujets liés à l'immigration, sur l'insécurité. Il dénonce régulièrement énormément de choses sur le réseau Twitter. Et il le fait généralement très en avance sur beaucoup d'autres, et c'est ce qui permet vraiment de pointer du doigt des choses qui, c'est vrai, ne sont absolument pas normales. Là, tout récemment, je voyais encore aujourd'hui l'affaire des 250 000 jeunes filles britanniques qui se sont fait violer par des gangs, par des migrants musulmans. Donc ils étaient musulmans à 96%, donc c'est une immense majorité. 250 000 hein, depuis les années 2000, et qui a été mis en prison? Le seul gars d'extrême droite, enfin, on dit extrême droite, mais en fait c'est juste un gars de droite quoi, hein, qui veut que ses enfants vivent en sécurité et qui a donc dénoncé ces viols en réunion. Et donc c'est lui qui a été mis en prison, ce qui est quand même terrifiant. Enfin, je veux dire, sur le principe, c'est juste un renversement complet des valeurs. Et donc il a complètement pointé ça du doigt, il les a pas lâchés, hein, il a tweeté, retweeté, il a vraiment pris position. Et là, ça force la classe politique à ouvrir les yeux, ça force les Britanniques à ouvrir les yeux, aussi déplaisant que ce soit. Et je trouve ça force aussi à libérer la personne qui devrait pas être en prison, à mettre les autres en prison en attendant, j'espère, une remigration. Enfin voilà. Donc il parle aussi du virus woke, puisqu'il a eu un fils qui s'est transformé en fille. Et puis en fait,
son leitmotiv, c'est de dire qu'on doit pouvoir questionner et douter. Et d'ailleurs, si tous les gens qui critiquent le réseau social Twitter avaient la bonne idée de s'informer, peut-être que ces gens-là verraient que c'est le réseau le plus équilibré qui existe. C'est-à-dire qu'il y a 48% de gens qui sont plutôt démocrates et le reste, c'est des républicains. Donc 48%, 52%, c'est plutôt pas mal. À l'inverse, le moins équilibré, c'est TikTok. TikTok, il y a pratiquement que des démocrates dessus, hein, donc que des gens de gauche. On a affaire à un réseau qui est sain uniquement quand il y a de la confrontation, du questionnement, du doute, des débats, ce qui est le cas sur Twitter. Euh, et je pense que vraiment, il y a ce débat en France, enfin plutôt cette absence de débat en France, concernant Elon Musk, parce il met en relief tous nos petits politiciens, tous nos petits journaleux, enfin tous ces gens-là qui croient détenir une forme de pouvoir ou autre, il met en relief leur médiocrité, en fait, parce que lui se sert de son pouvoir médiatique, qui est certain, de son pouvoir financier, qui est certain, à des fins de progrès pour l'humain, à des fins de mise en avant de sujets brûlants, il met aussi en avant par sa popularité, en fait, hein, des causes et des discours qui n'auraient pas été entendus sinon. Deuxième point pour lequel je trouve que, oui, moi j'investirais, très clairement, dans ces entreprises, c'est le côté homme de conviction. C'est quelqu'un qui va vers la politique parce qu'il veut donner vie à sa vision, il veut protéger sa vision et il veut surtout que ses visions, deviennent des réalités, hein. C'est pas quelqu'un, qui va, voilà, qui va juste parler pour ne rien dire. Il n'a pas de temps à perdre, ses visions doivent devenir, réalité. Et si on regarde bien, c'est ce qui s'est passé. L'achat de Tesla, c'était pour faire de la mobilité durable. La création de SolarCity, c'était pour faire de l'énergie durable solaire. SpaceX, la création de SpaceX, c'était pour envisager dans le futur la colonisation de Mars. Euh, Twitter, il l'a racheté pour protéger la liberté d'expression. Il y a toujours un but qui me semble très transparent, très clair et finalement assez noble, hein, derrière chacune de ses actions. Donc je dis pas que c'est quelqu'un de parfait, mais je pense que là, sur en tout cas ce que j'ai pu voir sur les médias, qu'il s'agisse de médias pro-démocrates ou de médias pro-républicains, même si des fois le ton, surtout chez les démocrates, est clairement en défaveur, peuvent pas évidemment aller contre les faits. Ils sont obligés de décrire les faits que je viens de vous donner. Donc voilà, pour toutes ces raisons, comme c'est quelqu'un qui a une colonne vertébrale et qui prend position, qui se mouille et qui a des visions intéressantes pour la suite de l'humanité, moi ça fait partie des gens chez qui j'investirais sans aucun problème. Écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça sort un petit peu du cadre habituel où je parle que d'investissement. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, savoir ce que vous en avez pensé, et puis à liker et à vous abonner comme d'habitude.